Avant que cette vidéo ne commence, voici une petite demande de notre part. Si vous appréciez les vidéos que nous vous proposons, n'hésitez pas à nous soutenir en likant la vidéo ou en vous abonnant. Produire nos vidéos, d'autant plus celles d'actualité qui sont quotidiennes, prend du temps et tout soutien est fortement apprécié. Et en prime, ça ne vous coûte rien, c'est totalement gratuit et ça nous permet de vous proposer de plus en plus de contenu. Alors merci d'avance, du fond du cœur, pour votre soutien. En novembre 2017, l'industrie du jeu vidéo a atteint un point de rupture. Le lancement de Star Wars Battlefront 2 par Electronic Arts n'était pas seulement la sortie d'un jeu très attendu. Ce fut l'étincelle qui a transformé un débat de niche sur la monétisation en une controverse mondiale. Le contexte était explosif. Un jeu AAA vendu au prix fort de 60$, basé sur l'une des propriétés intellectuelles les plus chéries au monde, qui cachait un système de progression fondamentalement lié à des caisses à butin aléatoires. Ces caisses contenaient des Star Cards qui offraient des avantages compétitifs tangibles, un mécanisme que la communauté des joueurs a immédiatement et massivement condamné comme étant du pay to win, ou payer pour gagner. La fureur des joueurs a atteint son paroxysme lorsque, face aux critiques concernant le temps de jeu exorbitant nécessaire pour débloquer des personnages emblématiques, comme Dark Vador, un représentant de EA a publié une réponse sur le forum Reddit. Il défendait le système en affirmant que l'intention était de procurer aux joueurs un sentiment de fierté et d'accomplissement. Cette déclaration, perçue comme un mépris total envers la communauté, est devenue le commentaire le plus négativement voté de l'histoire de la plateforme, symbolisant une rupture de confiance spectaculaire entre un éditeur majeur et sa base de consommateurs. La débâcle a été si intense que EA a été contraint de désactiver temporairement toutes les microtransactions quelques heures seulement avant le lancement mondial du jeu, sous le regard attentif des médias généralistes et bientôt des législateurs du monde entier. Cet événement n'était pas un simple incident isolé. Il a révélé au grand jour la rupture d'un contrat social implicite qui existait depuis des décennies entre les éditeurs de jeux AAA et les joueurs. Ces derniers acceptaient de payer un prix premium en échange d'une expérience de jeu complète. Le modèle de Battlefront 2 a été perçu comme une trahison fondamentale de ce pacte. Il exigeait non seulement le prix d'achat initial, mais aussi des paiements continus et aléatoires pour avoir une chance de rester compétitif. La controverse a ainsi transcendé les forums de joueurs pour devenir une question de droit des consommateurs et propulser le débat sur les lootbox des sous-sols des gamers aux parlements nationaux. Définir l'ennemi. Qu'est-ce qu'une lootbox ? Au cœur de cette tempête se trouve un mécanisme simple mais puissant, la lootbox. Il s'agit d'un objet virtuel, achetable avec de l'argent réel, ou une monnaie de jeu elle-même acquise avec de l'argent réel, qui, une fois ouverte, révèle une sélection aléatoire d'autres objets virtuels. Les deux éléments clés qui la définissent sont donc l'acte d'achat et l'obtention d'une récompense déterminée par le hasard. Anatomie d'une machine à sous numérique. L'idée d'acheter un contenant sans connaître son contenu exact n'est pas nouvelle. Elle est l'héritière directe des paquets de cartes à collectionner physiques, comme les cartes de baseball ou les boosters de Magic the Gathering. Les développeurs de jeux vidéo ont d'ailleurs explicitement fait ce parallèle, comparant l'ouverture d'une lootbox à celle d'un paquet de cartes, une forme de récompense aléatoire déjà bien acceptée par le public. Leur apparition dans l'univers numérique remonte aux jeux en ligne massivement multijoueurs, les MMO, et aux jeux gratuits, le free-to-play, au début des années 2010. Des titres comme Star Trek Online en 2011 les ont adoptés comme un moyen de monétisation pour financer le développement continu et la maintenance des serveurs. Cependant, leur véritable explosion a eu lieu lorsqu'elles ont migré des modèles free-to-play vers les jeux AAA vendus au prix fort. Des franchises majeures telles que Call of Duty Advanced Warfare en 2014, avec ses supply drops, Overwatch ou encore la série FIFA de EA ont intégré les lootbox au cœur de leur économie, les transformant d'un outil de monétisation de niche en une caractéristique centrale des plus grands titres de l'industrie. La typologie des lootbox. Cosmétique versus compétitif. Toutes les lootbox ne sont pas créées égales, et la nature de leur contenu est un facteur déterminant dans la manière dont elles sont perçues par les joueurs. Il est essentiel de distinguer deux grandes catégories. D'une part, les lootbox purement cosmétiques, qui contiennent des objets modifiant l'apparence des personnages ou de l'équipement, skins, emotes, etc., sans offrir le moindre avantage en jeu. Le système original d'Overwatch est le plus emblématique de cette approche. Dans ce jeu, les lootbox pouvaient être obtenus gratuitement et en abondance simplement en jouant.
ce qui a conduit une partie de la communauté à apprécier, voire à défendre ce système, comme un moyen généreux d'obtenir des récompenses esthétiques. D'autre part, les lootbox de type Pay to Win, qui octroient des objets conférant un avantage compétitif direct, comme des armes plus puissantes, des personnages plus forts ou des améliorations de statistiques. C'est la forme la plus controversée, car elle sape le principe de l'équité et de la compétition basée sur l'habilité. Le cas de Star Wars Battlefront 2 a parfaitement illustré les dérives de ce modèle, où la progression et la puissance étaient directement liées à des récompenses aléatoires payantes. Cette distinction est cruciale, car elle révèle que la réaction de la communauté des joueurs n'est pas monolithique. La nostalgie, et même l'affection exprimée pour le système de lootbox d'Overwatch 1, démontrent que lorsque le mécanisme est perçu comme une récompense optionnelle, généreuse et purement cosmétique, il peut être toléré, voire apprécié. La négativité des lootbox s'applique donc avec le plus de force lorsque le système devient prédateur, perçu comme nécessaire à la progression, ou lorsqu'il déséquilibre directement la compétition. La malignité du système dépend de son implémentation et de l'équilibre, souvent fragile, entre récompense et coercition. L'ingénierie de l'addiction plongée dans la psyché du joueur. Pour comprendre l'attrait puissant des lootboxes, il faut se pencher sur la neurochimie du cerveau. Contrairement à une idée reçue, la dopamine n'est pas simplement l'hormone du plaisir. Son rôle principal est lié à l'anticipation, à la motivation et au renforcement de l'apprentissage. Le système de récompense du cerveau est le plus intensément activé, non pas par l'obtention de la récompense elle-même, mais par l'incertitude et l'attente de celle-ci. L'ouverture d'une lootbox est un processus savamment orchestré pour exploiter cette boucle de dopamine. L'entente et l'animation de l'ouverture et la révélation progressive des objets créent une montée de tension et d'anticipation qui déclenche une libération de dopamine, renforçant ainsi le comportement d'achat et d'ouverture. Ce cycle crée une boucle de renforcement puissante qui incite le joueur à répéter l'expérience, indépendamment de la valeur réelle des objets obtenus. Le renforcement à ratio variable, la formule du casino. Le mécanisme psychologique au cœur des lootboxes est le programme de renforcement à ratio variable. Il s'agit d'un principe de conditionnement opérant où une récompense est délivrée après un nombre imprévisible d'actions. Des études en psychologie comportementale ont démontré que ce type de programme est le plus efficace pour induire un comportement répétitif et persistant. La raison de son efficacité est simple. Comme le joueur ne sait jamais si la prochaine lootbox sera celle qui contiendra l'objet tant convoité, il est fortement incité à continuer d'essayer. Chaque ouverture infructueuse ne diminue pas l'envie, mais la renforce, parce qu'elle entretient l'espoir que la prochaine tentative sera la bonne. Ce mécanisme n'est pas une invention du jeu vidéo. Il est le moteur psychologique qui alimente les machines à sous dans les casinos, un parallèle direct et troublant qui souligne le potentiel addictif des lootboxes. Guerre cognitive et sensorielle, les mécanismes de support. Pour maximiser l'efficacité du VRRS, les développeurs emploient un arsenal de techniques de design sensoriel et cognitif. Le design audiovisuel de la lootbox. L'ouverture d'une lootbox est un véritable spectacle. Des animations élaborées, des gerbes de lumière, des couleurs vives correspondant à la rareté des objets et des effets sonores gratifiants transforment une simple transaction en un événement ludique et célébratoire. Ce conditionnement sensoriel vise à masquer la nature financière de l'acte et à renforcer l'association entre l'ouverture de la boîte et une sensation d'excitation intense. Les biais cognitifs. Les lootbox exploitent également plusieurs biais cognitifs bien connus pour maintenir l'engagement du joueur. L'effet de quasi-gain. Lorsqu'un joueur voit un objet de grande rareté apparaître à l'écran avant de finalement recevoir un objet commun, son cerveau ne l'interprète pas comme un échec total. Au contraire, cette expérience de presque gain est perçue comme un encouragement, un signe que la chance est proche, ce qui pousse à retenter immédiatement. L'illusion de contrôle. Certains joueurs peuvent développer des croyances superstitieuses, pensant qu'ils peuvent influencer le résultat aléatoire par certaines actions ou rituels, ce qui renforce leur sentiment d'implication et leur persistance face à l'échec. L'architecture psychologique des lootboxes ne se contente pas d'ajouter un élément de hasard au jeu. Elle représente une évolution fondamentale du game design, où l'objectif n'est plus seulement de créer une expérience amusante, mais de créer des habitudes compulsives. Le système de monétisation devient un méta-jeu de manipulation psychologique qui opère en parallèle du gameplay principal. Pour certains joueurs, l'incitation à se connecter n'est plus le plaisir de jouer, mais l'opportunité d'ouvrir une nouvelle lootbox. Dans ce contexte, la négativité d'une lootbox prend tout son sens.
Le système de monétisation devient une croissance parasite qui détourne le comportement du joueur pour servir ses propres fins, la génération de revenus, plutôt que l'amusement du joueur. Le coût humain, les cicatrices psychologiques et financières. L'arsenal de techniques psychologiques déployées n'est pas sans conséquences. Un corpus croissant de recherche universitaire établit un lien clair et inquiétant entre l'utilisation des lootbox et des issues négatives pour les joueurs. La corrélation avec le jeu problématique. De nombreuses études ont démontré une corrélation positive et statistiquement significative entre le montant d'argent dépensé dans les lootbox et la sévérité des symptômes de jeu problématique. Plus un individu dépense dans les lootbox, plus il est susceptible de présenter des comportements de jeu pathologiques. La vulnérabilité des jeunes. Ce lien est particulièrement prononcé chez les adolescents. Une étude a révélé que l'ampleur de cette corrélation était de modérée à large chez les 16-18 ans, plus forte encore que chez les adultes. Cette vulnérabilité s'explique par un contrôle des impulsions et une compréhension des probabilités encore en développement, ce qui les rend plus susceptibles aux mécanismes addictifs. Les facteurs de risque psychosociaux. La recherche suggère également que les lootbox peuvent exploiter des vulnérabilités préexistantes. Des études ont montré que des facteurs comme la solitude sont associés à une augmentation des achats de lootbox, indiquant que ces systèmes peuvent attirer des individus en quête d'évasion ou de régulation émotionnelle. Les témoignages et drames financiers. Au-delà des statistiques, les témoignages de joueurs et de leurs familles illustrent les conséquences dévastatrices. Des récits d'enfants et d'adolescents dépensant des milliers d'euros, parfois à l'insu de leurs parents, sont devenus monnaie courante, menant à des situations de détresse financière et familiale. L'économie de la chance. L'essor des lootbox est indissociable de la transformation du modèle économique de l'industrie du jeu vidéo. Le passage du jeu produit, vendu une seule fois, au jeu en tant que service a créé un environnement propice à leur prolifération. Le modèle GaaS, Game as a Service, consiste à considérer un jeu non plus comme une œuvre finie, mais comme une plateforme évolutive, alimentée en continu par de nouvelles mises à jour de contenu. Pour financer ce développement post-lancement et assurer un flux de revenus constant, les éditeurs ont eu besoin de mécanismes de monétisation récurrentes. Les lootbox se sont imposés comme une solution extrêmement lucrative. La chasse aux baleines, l'économie du 1%. Le modèle économique des lootbox repose sur un principe bien connu dans l'industrie du jeu et des casinos, la chasse aux baleines. Ce terme désigne une très petite fraction de joueurs qui sont responsables d'une part disproportionnée des revenus. Les statistiques sont éloquentes. Dans certains jeux mobiles, les 10% des joueurs les plus dépensiers peuvent générer près de 50% des revenus totaux. Plus inquiétant encore, la recherche a montré qu'une part significative de ces baleines correspond à la définition clinique de joueurs problématiques. Ce modèle économique crée une incitation perverse pour les développeurs. Le but n'est plus de concevoir une expérience agréable pour la majorité des joueurs, mais de créer des systèmes spécifiquement calibrés pour identifier et exploiter les vulnérabilités psychologiques de cette minorité de gros dépensiers. Ce modèle économique centré sur les baleines engendre un conflit d'intérêts fondamental entre les objectifs artistiques et de design d'un jeu et ses impératifs financiers. La stratégie la plus rentable n'est pas de créer un jeu amusant et équilibré pour 99% des joueurs, mais de construire un système capable de piéger efficacement le 1% le plus susceptible aux dépenses compulsives. Cette logique ne se contente pas de tolérer l'addiction, elle en dépend pour son succès financier. Elle corrompt ainsi le processus créatif, faisant passer l'objectif du design de l'engagement par le plaisir à la monétisation par la compulsion. Les chiffres d'affaires, des revenus colossaux. La rentabilité de ce modèle est astronomique. Les rapports financiers des grands éditeurs révèlent des chiffres qui donnent le vertige. Electronic Arts, avec son mode Ultimate Team, présent dans ses franchises sportives comme FIFA, aujourd'hui EA Sports FC, est un pilier de ses revenus. Ce mode, basé sur l'achat de paquets de cartes aléatoires, une forme de lootbox, a généré plus de 1,62 milliard de dollars au cours de l'année fiscale 2020, représentant à lui seul 29% des revenus totaux de l'entreprise. Les données plus récentes indiquent plus de 5 milliards de dollars issus des GAS en 2024, mais le chiffre est global et pas uniquement lié aux lootbox. Activision Blizzard, avant le rachat par Microsoft, l'entreprise a rapporté des revenus de milliards de dollars provenant uniquement des microtransactions, avec des jeux comme Overwatch et son système de lootbox comme contributeur majeur. Le monde contre les lootbox, un champ de bataille légal.
Face à la controverse grandissante et aux preuves de préjudice potentiel, les régulateurs du monde entier ont commencé à s'intéresser de près aux lootbox, créant un paysage juridique complexe et fragmenté. Le précédent belge, la ligne rouge. En 2018, la Belgique a pris la position la plus ferme. Après une enquête sur des jeux comme FIFA 18, Overwatch et Counter-Strike Global Offensive, la commission des jeux de hasard a statué que les lootbox payantes constituaient une forme de jeu de hasard illégal. Le ministre de la Justice de l'époque, Con Gins, a officialisé cette position par une déclaration sans équivoque. Les jeux incluant des lootbox payantes enfreignent dès lors la législation relative aux jeux de hasard et peuvent être attaqués sur le plan pénal. Il a menacé les exploitants de peines de prison et d'amendes pouvant atteindre 800 000 €, doublées en cas d'implication de mineurs. Cette décision a contraint de nombreux éditeurs à modifier ou retirer leurs jeux du marché belge. Une Europe divisée, le casse-tête réglementaire. La position radicale de la Belgique reste une exception en Europe, où l'approche est loin d'être unifiée. Les Pays-Bas, le cas néerlandais illustre la complexité juridique du sujet. Après avoir initialement infligé une amende de 10 millions € à EA, la plus haute juridiction administrative du pays a finalement annulé cette décision. Les juges ont estimé que les packs de joueurs de FIFA ne constituaient pas un jeu de hasard autonome, mais faisaient partie intégrante d'un jeu d'adresse plus large. De plus, ils ont jugé que les objets obtenus n'avaient pas de valeur monétaire directe et facilement monnayable, ce qui les excluait du champ d'application de la loi sur les jeux de hasard. Le Royaume-Uni. Le gouvernement britannique, après un vaste appel à témoignages qui a reconnu les liens entre lootbox et préjudices liés au jeu, a choisi de ne pas légiférer. Il a décidé de ne pas inclure les lootbox dans la loi sur les jeux de hasard, préférant pousser l'industrie à une autorégulation plus stricte, notamment via des contrôles parentaux plus renforcés et une plus grande transparence. L'Union européenne. Au niveau supranational, le Parlement européen a voté en faveur d'une réglementation plus stricte. Conscient que la législation sur les jeux de hasard relève de la compétence des États membres, le Parlement a choisi d'aborder le problème sous l'angle de la protection des consommateurs. L'objectif est de créer une approche européenne commune pour protéger les joueurs, en particulier les mineurs, contre les pratiques commerciales jugées prédatrices. L'approche américaine, la FTC, change les règles du jeu. Aux États-Unis, la Federal Trade Commission, FTC, a adopté une stratégie réglementaire novatrice et potentiellement plus efficace. Plutôt que de s'enliser dans le débat sémantique de savoir si les lootbox sont ou non des jeux d'hasard, la FTC a attaqué le problème sous l'angle des pratiques commerciales déloyales et trompeuses et de la protection de la vie privée des enfants en violation de la loi COPPA, Children's Online Privacy Protection Act. Le règlement de 2025 avec Cognosphere ou iOverse, le développeur de Genshin Impact, est emblématique de cette approche. La plainte de la FTC portait sur plusieurs points. Des systèmes de monnaie virtuelle complexes qui masquent le coût réel des achats, des informations trompeuses sur les probabilités d'obtenir des objets rares, et la collecte illégale de données personnelles d'enfants de moins de 13 ans en violation de la loi. Le règlement aboutit à une amende de 20 millions de dollars et surtout à l'interdiction de vendre des lootbox aux adolescents de moins de 16 ans sans le consentement explicite de leurs parents, ainsi qu'à une obligation de transparence totale sur les probabilités. Cette stratégie de la FTC, axée sur des principes universels de protection des consommateurs et des enfants, s'avère plus robuste et adaptable que les lois sur les jeux d'hasard traditionnels. Elle contourne les débats juridiques sur la valeur monétaire des objets virtuels pour se concentrer sur des questions fondamentales. La transaction est-elle transparente? Le consommateur est-il trompé? Les enfants sont-ils protégés? Cette approche pourrait bien définir l'avenir de la régulation des lootbox à l'échelle mondiale. La défense de l'industrie et la quête d'alternatives. Face à la pression réglementaire et à la colère des consommateurs, l'industrie du jeu vidéo, par l'intermédiaire de ses lobbies comme l'Entertainment Software Association, a développé un argumentaire pour défendre les lootbox. Les éditeurs les présentent souvent comme des mécaniques de surprise amusantes et éthiques. Les arguments récurrents incluent la comparaison avec des produits physiques comme les The Kinder Surprise ou les paquets de cartes à collectionner, le fait qu'elles soient entièrement optionnelles et l'affirmation qu'elles ne constituent pas de jeux d'hasard car les objets obtenus n'ont pas de valeur dans le monde réel et ne peuvent être encaissés. Cependant, ces arguments sont souvent fallacieux. L'affirmation selon laquelle les lootbox n'ont aucun impact sur les joueurs qui ne payent pas est manifestement fausse. Dans de nombreux jeux, l'ensemble du système de progression et de récompense est délibérément conçu pour être lent et frustrant, afin d'inciter les joueurs à acheter des lootbox pour accélérer leur avancée. Le caractère optionnel est donc souvent une illusion dans un environnement de jeu calibré pour rendre l'option payante extrêmement désirable.
Un moindre mal, lootbox versus Battle Pass versus achat direct. La controverse a poussé l'industrie à explorer d'autres modèles de monétisation. Le Battle Pass est devenu l'alternative la plus populaire. Le Battle Pass, ce système est souvent présenté comme un moindre mal car il est plus transparent. Les joueurs peuvent voir l'ensemble des récompenses qu'ils peuvent débloquer en progressant à travers différents paliers. Cependant, le Battle Pass n'est exempt de critiques. Il repose sur des mécanismes psychologiques différents mais aussi puissants, comme la peur de manquer quelque chose, FOMO, Fear of Missing Out. En étant limité dans le temps, il transforme le jeu dans une corvée, un deuxième travail où le joueur doit accomplir des tâches répétitives pour ne pas perdre son investissement initial. L'achat direct. Le modèle le plus transparent reste la boutique d'objets où les joueurs achètent un article spécifique à un prix fixe. Bien que éthiquement supérieur car il élimine l'élément de hasard, ce modèle a conduit à une inflation des prix avec des skins cosmétiques pouvant coûter 20 € ou plus, soulevant de questions sur la juste valeur de ces biens virtuels. Le passage des lootbox au Battle Pass ne semble pas être le fruit d'une prise de conscience morale de l'industrie, mais plutôt un pivot stratégique vers un modèle de monétisation plus facilement défendable sur le plan juridique. L'industrie a simplement échangé un levier psychologique, le renforcement à ratio variable, contre un autre, la pression temporelle et l'aversion à la perte. L'objectif final reste le même, générer un flux de revenus continu en exploitant la psychologie des joueurs. La recherche de modèles de monétisation véritablement éthiques qui respectent le temps et l'argent des joueurs tout en étant viables reste un défi majeur pour l'industrie. Une malignité au cœur du jeu. Au terme de cette analyse, la question initiale demeure. Les lootbox sont-elles le cancer du jeu vidéo ? La métaphore, bien que forte, semble tragiquement appropriée. L'enquête a mis en lumière une convergence de facteurs qui justifie ce diagnostic sévère. Les lootbox sont construites sur une ingénierie psychologique délibérée, empruntant directement ces mécanismes les plus addictifs aux machines à sous des casinos. Le renforcement à ratio variable, la boucle de dopamine et l'exploitation des biais cognitifs ne sont pas des accidents de design, mais des outils intentionnels pour créer la compulsion. Le modèle économique qui les sous-tend est fondamentalement prédateur, ciblant une minorité de joueurs vulnérables, les baleines, qui génèrent une part disproportionnée des revenus. Ce modèle crée un conflit d'intérêts qui corrompt le processus de création, où le design du jeu n'est plus au service du plaisir, mais de la monétisation. Le coût humain de ce système, ainsi que des drames financiers, est bien réel, avec des études scientifiques établissant un lien robuste entre les dépenses en lootbox et les symptômes de jeux problématiques, en particulier chez les jeunes. Enfin, la réaction désordonnée des régulateurs du monde entier est contre-productive, luttant pour encadrer un phénomène que les lois existantes peinent à définir, tandis que l'industrie déploie des arguments fallacieux pour protéger sa source de revenus colossale. La lootbox n'est pas qu'une simple microtransaction. Elle représente une philosophie de design qui, à l'image d'une tumeur maligne, privilégie sa propre croissance, le revenu, au détriment de la santé de son hôte, l'équilibre du jeu, le bien-être du joueur et la confiance de la communauté. Elle reconfigure les systèmes fondamentaux du jeu, la progression, la récompense, le défi, pour les mettre au service du moteur de monétisation, transformant ainsi la nature même du jeu, qui passe d'une activité de plaisir et d'habileté à une boucle de compulsion et de transactions financières. Face à ce diagnostic, l'inaction n'est pas une option. Une réponse coordonnée est nécessaire. D'abord pour les joueurs, une prise de conscience accrue et un consumérisme critique pour rejeter les modèles les plus prédateurs. Ensuite pour les développeurs, une responsabilité éthique de concevoir des modèles de monétisation qui respectent les joueurs et favorisent des expériences saines. Enfin pour les régulateurs, la nécessité d'adopter des cadres juridiques clairs, modernes et unifiés, en s'inspirant du modèle de la FTC américaine, axé sur la protection des consommateurs et des enfants, plutôt que de s'enliser dans des débats sémantiques sur la nature du jeu de hasard. Le cancer du jeu vidéo n'est peut-être pas incurable, mais son traitement exigera une volonté collective de remettre le joueur, et non le profit à tout prix, au cœur de l'expérience ludique.